Rebonjour et bienvenue à la deuxième partie du 17e épisode sur le microbiote. C'est toujours moi, Sofiane. Tu as des biomarqueurs qu'une fois que tu les mesures chez quelqu'un, tu vas te dire « Ah, lui, potentiellement, il va avoir ou il est en train d'avoir ce type de problème médical ou ce type de problème tout court. » Par exemple, quand on prend ta pression, quand on va mesurer le taux de sucre dans ton urine, tout ça, c'est des biomarqueurs. Puis quand on a découvert que on a toute cette communauté de bactéries ou de micro-organismes qu'on héberge, et que dépendamment de là où tu es dans le monde, dépendamment de ce que tu manges, dépendamment de ton hygiène de vie ou encore dépendamment des maladies que tu portes, ces micro-organismes sont devenus une mine de biomarqueurs. En gros, je vais scanner c'est quoi la communauté microbienne que tu as au sein de toi, et je vais essayer de voir, est-ce que ça peut correspondre à une maladie ou l'autre, ou une autre. Et on a fait beaucoup d'avances là-dessus. On sait que, par exemple, notre système immunitaire mûrit de façon saine grâce à cette communauté. Pourquoi tu rigoles, Jalil? Je me suis dit, ça c'est la version officielle du projet, tu vois. Les recherches scientifiques, t'as toujours le côté qui place aux médias et puis la vraie version. Non, mais pour de vrai, ce qu'il était en train de dire, c'est vrai. Les bactéries vont influencer ton système immunitaire et vont te permettre de reconnaître ce qui est pathogène ou pas pathogène. Et notamment, dans ton système immunitaire, tu as plusieurs récepteurs, plusieurs marqueurs qui vont te montrer ce qui est à toi. Donc, c'est ce qu'on appelle les antigènes du soi. Et les bactéries qui sont pas méchantes, on va pas les détecter pour aller les tuer. Donc, c'est tout un système de tolérance en fait qui se crée, et à contrario une bactérie, un champignon, quelque chose qui est vraiment extérieur, qui on sait qu'il va être pathogène, va être détecté comme quelque chose du non-soi, et là ton système immunitaire va pouvoir s'activer et aller l'attaquer. Et c'est pour ça que je fais juste une petite parenthèse, mais quand les bébés naissent par césarienne, ils passent pas par le microbiome vaginal de la mère, et ce qui est fait actuellement, parce qu'il y a plusieurs recherches qui ont prouvé que les bébés qui sont nés par césarienne ont plus de problèmes au niveau de leur système immunitaire. Et du coup, ce qui est fait actuellement, c'est qu'on va prélever un petit peu du microbiome vaginal de la mère pour en fait le donner à l'enfant, par exemple quand il va prendre le biberon ou quoi, parce que quand tu passes pour sortir, et tu avales par inadvertance un petit peu de ces bactéries-là, et ce sont en fait les premières bactéries qui vont coloniser ton système digestif et ta peau également, et c'est en fait le début de ton microbiote à toi en fait. Donc on a vu que c'était bénéfique. Et c'est pas juste le système immunitaire, c'est aussi le système nerveux, le système endocrinien, c'est tout ce qui contrôle par exemple les sécrétions d'hormones chez toi. Il y a des gens, j'ai vu des publications, genre ils essayent de voir le lien entre le microbiote et la dépression, le lien entre le microbiote et genre PTSD, comme c'est vraiment c'est un peu fashion en ce moment de faire ce type d'études, ça où les gens ils le font avec tout et n'importe quoi. Des fois j'ai l'impression c'est genre comme tu sais, limite ils vont dire c'est quoi la différence de microbiote entre je sais pas moi, genre les gens qui aiment bien manger du couscous ou de la lasagne, mais c'est vraiment, ça part un peu trop loin. Et ouais, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, parce que depuis tout à l'heure je parle, j'attends une intervention intéressante et y a rien qui vous questionne? Non, c'est intéressant d'apprendre. Okay. Ça va être style conférence alors. Non, mais est-ce que toi tu as des questions pour nous? Parce que moi en fait, moi je suis biaisée parce que je connais aussi des choses comme un petit peu comme ce que toi tu annonces, mais pour Sabrina et Jalil, est-ce que vous avez des questions par rapport au microbiote? Je sais pas moi. Vu que j'ai zéro connaissance, j'ai pas de questions. Tu vois, là, tout ce que t'es en train de me dire, je suis en train de l'apprendre, je suis là comme, c'est intéressant, mais j'ai pas de questions qui pop pour le moment, tu vois. On voit c'était qui les derniers de la classe au lycée. J'ai jamais été dernière de la classe. Moi non plus, au moins yeah, ça. That's what they say. Mais juste pour information, pour rebondir un petit peu sur ce que Sofiane avait dit,
c'est vrai que actuellement tout ce qui est recherche pour microbiome, microbiote intestinal, de la peau, tout ce que vous voulez, c'est très 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 tendance. Il y a beaucoup de subventions un peu partout dans le monde qui sont faites pour pouvoir avancer là-dessus. Et puis, à un moment donné, il y a peut-être 5-6 ans, il y avait des articles qui sortaient qui disaient que le microbiote, en fait, c'est ton deuxième cerveau. Parce que de là part le fait que tu peux développer certaines maladies ou pas, notamment du diabète, notamment l'obésité, puis on va pouvoir peut-être en parler un petit peu plus tard, je pense, mais il y a des choses vraiment intéressantes. Mais comment vous voyez le truc? Est-ce que vous pensez que parce que tu sais, quand on dit microbiote intestinal, en général, on est là comme on parle de matière fécale, c'est dégueulasse, nanana, les gens sont pas très comment dire, trouve ça un peu disgusting en fait. Et je sais plus on a un groupe pour les abonnés, on a un groupe Ifra Café sur Instagram où on s'envoie des petites choses et tout, et je sais pas qui a envoyé la vidéo d'une chercheuse qui allait avec des boîtes de pétri pour aller toucher les poignées de porte, les plans de travail, tout ça, et qui après mettait ça à cultiver et regardait s'il y avait des bactéries, des champignons, tout ça. C'est qui avait fait ça? C'était moi. C'était moi qui avais... Ok. Et toi, quand t'avais vu le truc, qu'est-ce qui t'a interpellé là-dessus? J'ai juste trouvé intéressant de voir comment les gens ils déposent des trucs sur les barres de métro et que les autres ils les récupèrent, tu vois, dans pratiquement tous les transports publics, hein. J'avais vu un truc comme ça qui était aussi par rapport aux machines, à celles qui aident à sécher les mètres dans les toilettes. Ça, et en gros, c'est la pire chose, vraiment. Faut utiliser du papier toilette parce que là, c'est l'environnement idéal pour les microbes, pour se reproduire, se multiplier, et puis c'est genre un distributeur automatique, quoi. C'est ça, parce que c'est humide, donc ça prolifère, puis avec le souffle que ça envoie, ça envoie toutes les bactéries dans l'air, donc toi t'arrives, tu passes par là, tu vas les inhaler, et puis même, comme il a dit Sofiane au début, les bactéries, tu sors de chez toi, il y en a partout dans l'air, tu touches quoi que ce soit, et même entre nous, si on se touche, on se transmet des bactéries, on s'échange des bactéries. Donc pour peu qu'on ait comme une petite égratignure ou quoi, c'est une porte d'entrée. Et puis, je sais pas si vous aviez cette impression-là, mais en général, quand on dit les bactéries, on pense toujours à des bactéries qui sont méchantes, entre guillemets, qui vont nous faire du mal, qui vont nous infecter, puis qu'on va tomber malade. Mais quand on parle de microbiome, par contre, de la peau, par exemple, c'est vraiment des bactéries qui vont te protéger de d'autres bactéries pour ne pas les laisser entrer. Donc, en fait, c'est la première barrière. Avant tes cellules de la peau, les les bactéries et tous les micro-organismes qui sont sur ta peau, ce sont ta première barrière. Donc on te dit oui, lave-toi les mains, oui, c'est vrai, mais les gens par exemple qui se lavent trop les mains, qui se désinfectent avec du gel hydroalcoolique trop souvent, ces personnes-là peuvent développer des maladies comme le psoriasis, tout ça, parce que ça, ta flore en fait, elle est déréglée. Donc t'as plus les bonnes bactéries ou les bons champignons qui vont te protéger. Et ton système immunitaire après il est plus capable de détecter et de s'entretenir en fait. Ouais, parce que de plusieurs façons ton système immunitaire délègue la protection de ton corps à la flore microbienne qui existe au fond de toi ou sur ta peau, parce que l'idée c'est que si Non, il y a rien. Pourquoi elle rigole, hein? Ouais. Ce que t'as dit au fond de toi, et lui, il a commencé à rigoler, et moi, du coup, ça m'a fait rigoler. C'est un pouvoir, genre, moi, je sais que la première fois que j'ai vu une conférence scientifique sur le microbiote, le gars qui était venu, c'était un chercheur, genre, il avait comme 60 ans, il a commencé son discours par dire, genre, I will never refer to myself as I. From now on, I am a we. Alors, à partir de maintenant je suis un nous, et c'était pas le nous royal de Louis XIV, tu vois, le roi soleil, mais c'était plus comme le nous, toutes les micro-organismes qu'il y a dans mon corps. Bon, c'était un peu nerdy, mais bon, c'est de l'humour de microbiologiste. Et on n'a pas tous cet humour, je vous rassure.
Mais ça a tué durant la conférence, vous le dites, genre tout le monde était par terre en mode, ah ouais. Donc juste pour vous dire, c'est quoi le type de cercles sociaux que je fréquente des fois. Et ouais, parce qu'en fait, ton système immunitaire délègue de plusieurs façons à ta protection. Si ta peau, par exemple, est saturée de bactéries, que ce soit bonnes ou juste des bactéries que tu ignores, eh ben, ça serait d'autant plus difficile pour qu'une bactérie pathogène puisse coloniser ta peau, parce que c'est déjà saturé par d'autres bactéries. Sabrina a parlé de Staphylococcus aureus. Je sais que c'est comme quelque chose qui est de plus en plus alarmante. Alarmant, surtout dans les hôpitaux. Ouais. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que Staphylococcus aureus, c'est plus quelque chose qui se trouve dans tes voies respiratoires. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que si tu vas aller chercher les bactéries dans tes voies respiratoires, bah, il y en a qui n'aiment pas Staphylococcus, qui se battent contre elles et qui donc produisent des antibiotiques ou des protéines ou des peptides qui vont aller tuer Staphylococcus aureus. Parce que c'est vraiment comme je vous dis, c'est pas nécessairement une collaboration, en coopération, genre dans le bon sens du terme, c'est plus comme un équilibre de plusieurs actions, de plusieurs messages. On parle aussi c'est une notion qui revient dans le changement climatique quand on parle de transition catastrophique. C'est-à-dire que si tu as un écosystème, comme celui de la Terre par exemple, qui est dans un équilibre dynamique, si l'équilibre est déréglé à des petites échelles, il y a toujours moyen de le ramener vers, on va dire, le premier équilibre qui est le plus bénéfique ou le plus idéal. Mais il y a aussi la notion que si tu le dérègles assez fortement, eh ben, l'énergie qu'il faut pour le ramener à l'état 1 ou l'état A, si je peux dire ça, est tellement difficile qu'on parle de transition catastrophique. Donc, c'est la même chose pour ton corps. Tu peux le voir comme un écosystème. Il y a plusieurs bactéries, plusieurs champignons, plusieurs virus dedans. Si tu le dérègles de façon significative, c'est possible que tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est ce qui crée souvent comme des maladies comme associées à ce qu'on appelle IBD, so Intestinal Bowel Diseases. J'ai une question, Sofiane. Est-ce que tu penses que le déséquilibre, bon, techniquement, ce que la nature fait est parfait, donc, mais est-ce que tu penses que l'utilisation de déséquilibre ne peut pas mener à développer peut-être des habilités, tu vois, qui nous soient bénéfiques? Bah, je te donne un exemple. Il y a une équipe en Australie, j'ai oublié, je sais plus si c'était Melbourne ou Canberra, genre l'université, qui ont démontré que dans le virome, la communauté de virus qui existe au sein de ton système digestif, ton système digestif est une paroi, right, qui fait la limite entre tes cellules et le monde extérieur. Parce que de l'œsophage jusqu'à tes intestins, techniquement, tout est connecté à l'air libre, tout est connecté au monde extérieur. Et une des protections que tes cellules font, on a des cellules muqueuses qui produisent du mucus. Right? Puis comme le mucus, ça va juste attraper toutes les cochonneries qu'il y a dans l'air, qu'il y a dans la nourriture, et ça va empêcher potentiellement des choses néfastes pour entrer dans ton corps. Il y a des virus de bactéries, ce qu'on appelle des bactériophages, qui ont évolué pour s'attacher spécifiquement à ton mucus. Okay. C'est comme si c'est des prédateurs. Ton mucus est déjà un endroit qui va attraper beaucoup de bactéries. Elles vont aller ambush les bactéries dans ton mucus. Elles vont s'attacher à ton mucus en attendant à ce que des bactéries vont venir pour après les infecter et potentiellement les tuer. Quand on parle de microbiote, c'est comme tout un truc large, homogène, mais quand tu regardes dans les différents compartiments de ton corps, il y a plusieurs déséquilibres qu'on observe. Puis je pense que ces déséquilibres-là ont été faits justement, comme tu as dit, par la nature. Il s'est avéré que cette collaboration spécifique a été bénéfique pour notre corps et en même temps bénéfique pour la communauté de virus. Right? Ça fait ce déséquilibre-là où justement sur le mucus, t'as plein de bactéries mortes et plein de types spécifiques de virus qui vont juste manger ou infecter ces bactéries-là. Moi, j'ai une autre question.
Parce que tu avais dit que s'il y avait un déséquilibre trop important du microbiote intestinal, en fait, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Ou du moins, parfois, c'est hyper difficile de revenir en arrière. Puis, moi, j'ai vu, il y a quelques années de ça, comme c'était une avancée révolutionnaire, je sais pas depuis combien de temps ça date, mais en gros, il y avait comme des greffes de matière fécale. Donc, c'est une personne saine qui donne une greffe de matière fécale à une personne qui a un déséquilibre au niveau de son microbiote intestinal et qui permettait justement à ces personnes-là de retrouver un microbiote sain. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui marche ou est-ce que ça dépend des cas ou des maladies, en fait? C'est quelque chose qui marche beaucoup mieux que toutes les médications qu'on a. Parce que, en fait, souvent, c'est qui les gens à qui on donne ce type de médicaments? C'est des gens qui souffrent soit d'infections chroniques récurrentes, soit c'est des gens qui chopent toujours la même infection dans leur système digestif, parce que c'est comment le cycle peut commencer. C'est que tu vas attraper une mauvaise bactérie, elle va t'infecter, tu vas commencer à devenir malade, tu vas chier du sang, tu vas vomir, whatever. On va te donner des antibiotiques, la bactérie va devenir résistante aux antibiotiques ou est déjà résistante aux antibiotiques. Donc plus tu donnes des antibiotiques à cette personne, plus tu ruines toute l'autre communauté microbienne et tu laisses que la mauvaise bactérie. Right? So, tu commences à donner beaucoup d'antibiotiques, des fois ça force la bactérie à hiberner, si je peux dire ça. Et une fois que tu arrêtes le traitement, là elle se rééveille, puis ça fait un problème. Et comme ça devient récurrent, et ça reste avec toi jusqu'à la mort. Oui, moi j'ai une question pour vous, parce que je voulais parler de ces greffes et de matière fécale. À votre avis, est-ce que vous pensez que ces histoires de greffes de microbiome, ça existe depuis longtemps ou pas? Pour moi, je pense que ça existe. Ça existe sûrement à l'état naturel. Sûrement, Comment ça, à l'état naturel? Moi, je parle de transfert d'une greffe, c'est-à-dire qu'on va prendre les fesses d'une personne et les greffer chez une autre personne. Est-ce que vous pensez que ce processus-là, c'est quelque chose de récent qui a été découvert récemment et qui a été mis à disposition des médecins avec la technologie et tout, ou vous pensez que c'est des choses qui sont très, très, très anciennes? Moi, je pense que c'est ancien, mais que c'est probablement récemment qu'on l'a mis en place avec des processus médicaux, etc., etc. Parce qu'en tout cas, moi, ça date pas de très longtemps où j'ai vu ça comme quelque chose de révolutionnaire, il y a quelques années de ça. Donc, je pense que peut-être auparavant, il y a des cultures qui faisaient ça, mais en tout cas, médicalement parlant, je pense pas que ce soit ancien. Je pense que c'est récent quand même. Ok, la réponse, en fait, c'est que oui, c'est très ancien. En fait, c'est au IVe siècle que ça a été découvert en Chine. Et eux, comment ils faisaient, c'était qu'il y avait des personnes qui sont soit empoisonnées, soit qui avaient de la diarrhée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une personne qui était saine, ils prenaient les fesses, ils les mixaient, ils en faisaient comme une petite soupe. Et du coup, la personne qui était malade devait boire cette soupe-là. Et ils appelaient ça la soupe jaune. Rassurez-vous, maintenant c'est pas du tout comme ça que c'est fait, mais c'est effectivement c'est vraiment quelque chose de très 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 vieux et en fait même durant la Deuxième Guerre mondiale il y avait des personnes qui sont venues en Afrique, notamment en Afrique du Nord, et qui ont vu que quand ils buvaient de l'eau, ils tombaient malades, il y avait beaucoup de diarrhée et tout, et ils voyaient que les locaux n'avaient pas ce problème-là. Donc ça a repris à ce moment-là les recherches par rapport aux greffes de fesses et du coup ils leur donnaient également et ils ont découvert, ils ont pas découvert mais ils ont mis en place en fait un processus. Donc ils prennent les fesses, ils les mixent, mais en fait après ils te les introduisent par une seringue par voie interne. Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'on va congeler les fesses et qu'on va te les mettre à l'intérieur de gélules. C'est comme quand on te donne un Doliprane, c'est entouré d'une gélule. Là, c'est la même chose, sauf qu'à l'intérieur, c'est des fesses qui sont congelées. Tu vas les avaler et ensuite, ça va libérer les bactéries ou notamment les bonnes bactéries pour que tu n'aies plus ce problème-là. Puis, moi, j'ai vu
un témoignage d'une personne qui avait des troubles intestinaux et qui devenait vraiment problématique dans sa vie parce que le problème c'est que elle allait souvent aux toilettes, elle avait tout le temps de la diarrhée, elle perdait beaucoup de poids. Elle disait que en une semaine elle pouvait perdre 4 kilos. Donc là c'est vraiment problématique. Il y avait aussi beaucoup de fatigue. Et tout ça, c'était dû à une bactérie qui a proliféré, comme l'a dit Sofiane. Il y a eu un dérèglement et c'est notamment dû à Clostridium difficile. C'est la bactérie qui est responsable en fait du côlon irritable. Donc en fait, t'as des problèmes digestifs au côlon, puis c'est quasiment pas possible de vivre normalement parce que t'es accroché aux toilettes. Et du coup, c'est de là que en fait ça a été démocratisé de faire des greffes de fesses. Mais à chaque fois qu'elle sortait, son mari essayait de voir dans les alentours où est-ce qu'il y avait des toilettes parce que c'était ça sa vie. Donc elle ne pouvait plus sortir sans regarder où sont les toilettes les plus proches. Et donc elle a fait cette greffe de fesses et 2 mois plus tard, elle est repartie chez le médecin et maintenant elle sort et elle a même plus besoin de regarder où sont les toilettes les plus proches. Donc ça change une vie. Donc ça c'est pour les personnes qui sont vraiment très malades et qui ont des... Oui, vas-y. Oui, qui ont des problèmes digestifs. Mais justement, en termes de maladies comme ça, du système digestif ou même de tout le tube, comme la maladie de Crohn, qui est quand même une maladie assez rare, mais c'est une maladie, si j'ai bien compris, c'est l'inflammation de tout le tube digestif. Ouais. Mais c'est ça, mais parce que c'est dû à des bactéries qui vont t'infecter, le système immunitaire va débarquer, elle va ramener toute l'artillerie pour essayer de combattre tout ça, puis ça marche pas en fait. Et est-ce que ce type de greffe fonctionne sur la maladie de Crohn ou pas du tout? Ça peut aider, mais il faut aussi habituer ton système immunitaire et il faut le calmer. Donc tu joues sur 2 facettes par rapport à cette maladie-là. L'inflammation, c'est une réponse immunitaire. C'est vraiment ton système immunitaire qui essaye de mettre en place des conditions qui vont nier aux bactéries, mais si ça continue pendant trop longtemps, bah ça fait des dégâts aux tissus, à tes propres tissus et donc généralement les gens qui sont atteints de la maladie de Crohn ont des immunosuppressants, c'est considéré comme des supprimés, oui en français. Oui. Mais I think I saw some. Non, ils sont immunodéprimés. Je sais qu'il y a immunodéprimés, mais j'ai déjà entendu parler de immunosupprimés, comme quoi c'est pas quelqu'un qui n'a pas de système immunitaire, mais on le supprime avec des médicaments. Ouais, des médicaments, des anti-inflammatoires. Immunosupprimés même en français. Enfin, c'est de ce que je connais dans mon entourage, c'est ce qu'on m'a dit. Puis, immunosupprimés, ça contient aussi genre les gens qui font chemotherapy. Quand tu prends du chemotherapy, ça nuit. Chemotherapy, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie. Chimiothérapie. Okay. C'est quand t'as le cancer, par exemple. Quand tu prends du chemotherapy, tu nuis aussi à ton système immunitaire et t'es considéré comme immunosupprimé aussi. Mais je crois, j'ai vu des articles sur utiliser une greffe de matière fécale pour aider avec Crohn's disease. Il faudrait que je regarde, c'est quoi, peut-être je mettrai dans le commentaire ou dans la description, mais c'est une bonne question. Mais il y a aussi, c'est utilisé pour les personnes qui sont diabétiques. Pas diabétiques, obèses, mais diabétiques aussi. Il y a des recherches qui sont faites pour voir le lien entre ton microbiote intestinal et le fait que tu as du diabète, parce qu'il y a certaines bactéries qui vont proliférer ou qui vont dérégler ton tube digestif et qui va amener au fait que tu sois intolérant à l'insuline, pardon. Okay. Puis intolérant aux producteurs, non producteurs aussi, parce que l'insuline est une hormone. Oui. C'est pour ça aussi que le diabète est héréditaire, du coup? Non, parce qu'il y a différents types de diabète. Il y a le diabète génétique où ton corps n'est juste pas capable d'en produire. C'est des choses que tu vas hériter, que tu peux hériter de tes parents. Puis il y a des gens qui développent le diabète à travers leur vie, dépendamment des conditions, des stimulus environnementaux qui peuvent rentrer en contact avec. Et on pense que justement, vu que l'insuline est une hormone, sa production, and your sensitivity to it, c'est lié à ton système endocrinien. Le fait que ton microbiote est lié à ce système-là, ça peut avoir il y a des corrélations qu'on observe déjà. C'est quoi le lien de causalité
On est toujours en train d'essayer de déchiffrer ça, mais il y a déjà un lien. Et c'est pas juste ton système endocrinien, c'est aussi ton système nerveux. Il y a des gens qui, comme je t'ai dit là, qui ont commencé à essayer de voir tous les biomarqueurs possibles avec le microbiote, et une des choses qu'ils ont essayé de voir, c'est l'autisme. Les personnes qui ont l'autisme, mais on dit que 80% des êtres humains sont autistes, c'est une question de spectre, mais pour les 5 ou 4% où c'est tellement prononcé qu'on arrive à le diagnostiquer, on fait aussi des études de à quoi ressemble leur microbiote. Et on voit qu'il y a des différences. C'est vrai. Parkinson's disease, on a vu ça aussi, en plus c'était récent, qu'on a découvert une bactérie qui est très associée au Parkinson's disease, qui est une maladie neurodégénérative. Alzheimer aussi. Alzheimer's disease as well. Aussi. C'est tendance, de toute manière, à l'étude du microbiote. Ils vont faire les corrélations pour à peu près toutes les maladies qui existent actuellement. Mais est-ce qu'il y aura moyen de soigner, du coup, des maladies comme le Parkinson ou l'Alzheimer, vous pensez? Peut-être. Moi, j'ai vu un gars qui avait présenté ses données sur un peptide qu'il a appelé squalamine, soit une molécule biologique. Et en fait, squalamine, c'est une peptide qui est produite par le microbiome, vaginal du dogfish shark, du requin chien-poisson. Dogfish. C'est le nom de l'espèce de requin, c'est dogfish shark, tu vois, genre, c'est le requin chien-poisson, I don't know. Et en fait, genre, les requins et les crocodiles sont vraiment des animaux qui fascinent beaucoup de personnes qui font ce type d'études. Pourquoi? Parce que, par exemple, les requins, quand ils portent leurs œufs, c'est au contact du monde extérieur. L'utérus du requin, il n'est pas fermé, il est toujours en contact direct avec l'eau de la mer. Il y a toujours un contact avec beaucoup de micro-organismes, ce qui fait que leur utérus, c'est juste comme des champs de mines remplis de molécules qui sont capables de tuer plein de choses. Et ce gars-là, il avait travaillé sur ça, et il a trouvé une molécule qu'il a observée, il l'a appelée squalamine. Il a vu que ça avait une activité antimicrobienne, certes, donc ça tuait des bactéries, ça tuait plein de choses, mais quand il le donnait à des cellules nerveuses qui avaient le même phénotype de neurodégénératif que le Parkinson's disease, il arrivait à enlever les séquelles des cellules. Parce que tes cellules nerveuses atteintes de Parkinson, elles vont commencer à... Si je fais une espèce d'analogie, toi t'as des muscles dans ton corps, right? Et quand tu fais des crampes, tes muscles se contractent et t'arrives pas à les décontracter. C'est la même chose pour une cellule. Une cellule a des muscles, a une certaine structure, une certaine architecture avec différentes protéines et tout. Et quand tu as une cellule atteinte de Parkinson, généralement les gens atteints de Parkinson, leurs cellules nerveuses, elles n'arrêtent pas de se contracter toutes seules, elles n'arrivent pas à se lâcher. Et quand il donnait squalamine, elles se relâchaient complètement. Puis lui, en fait, en gros, il nous a montré cette molécule-là, puis il nous a dit, ouais, au début, je voulais en faire un nouvel antibiotique pour traiter, je sais pas moi, genre, quand t'as une gastro ou whatever, mais il a dit, maintenant, je veux l'utiliser pour traiter Parkinson's disease. Ouais. Et ton système nerveux, et ça on le sait, pour bien mûrir aussi, il a besoin d'entrer en contact avec le microbiote. En contact, pas simplement par communication chimique, si je peux dire ça, parce que la biochimie c'est quoi, ou la chimie de la nature, c'est la langue universelle de la vie. Les êtres vivants parlent par molécules, c'est comme ça que tes neurones parlent à tes muscles, c'est comme ça que ton cerveau parle à ton cœur, c'est comme ça que des fois peut-être toi tu parles à ton amant, parce qu'il y a des phéromones, faut pas oublier ça, tu vois, genre c'est vraiment la langue de la vie. Et ton système nerveux, il a besoin d'entrer en contact avec le microbiote. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ton plus grand secondary nervous system, c'est le système nerveux autour de ton système digestif. Tu sais, j'en parlais la dernière fois, je disais que c'est un peu comme une équation de la vie. Est-ce que tu évolues pour mieux réfléchir ou est-ce que tu évolues pour mieux manger? C'est un truc qu'on voit en biologie évolutionnaire, c'est que
Parce que faire un gros cerveau, c'est bien, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Généralement, on a tendance à faire des animaux qui arrivent à mieux manger, parce que c'est plus important pour la survie de l'espèce. Mais même si on a évolué à réfléchir, si je peux dire ça, on a quand même gardé un système digestif un système nerveux secondaire qui est autour de notre système digestif. Et c'est là où il y a cette connexion qu'on appelle gut-brain axis, l'axe cerveau-estomac. Intestin. Donc si tu te sens mieux parce que tu as mangé du McDo, ou si tu te sens mauvais parce que tu as mangé du McDo, il y a un lien derrière. C'est pas juste... C'est ça, en gros, c'est pour ça qu'on dit un peu que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Oui. C'est ça? Oui, c'est vrai. Puis il y a plusieurs études qui ont montré que il y avait un lien entre ce que tu mangeais et le bien-être de ton intestin, parce que les personnes qui ne mangent pas varié, qui ne mangent pas assez de fibres, de fruits, de légumes, etc., ils ont ce qu'on appelle un microbiome pauvre. Et le fait d'avoir un microbiome pauvre, ça entraîne des maladies. Donc tu peux avoir du diabète, tu peux aussi devenir obèse. Et il y a des études sur Nature. Nature, c'est un journal scientifique super connu où si tu publies là, t'as réussi ta vie. Et en fait, il y a une étude qui a montré qu'ils ont pris 341 personnes, dont 134 qui sont pas obèses et 207 qui sont obèses. Et le lien, la corrélation qu'ils ont fait entre eux tous, c'est que... On est déjà à la fin de la deuxième partie et en attendant de vous retrouver à la troisième. Ciao, ciao.